Bonjour Zrinka Staljuak, vous êtes enseignante de littérature française et comparée à l'université de Los Angeles en Californie, et on peut le dire, vous êtes une spécialiste internationale de la littérature courtoise du Moyen-Âge. Et donc vous êtes à Clermont-Ferrand pour quelques jours pour intervenir auprès des étudiants sur le thème des fixeurs, des interprètes, votre tout nouveau thème d'étude. Et en mai 2018, vous avez publié un ouvrage intitulé L'archéologie pornographique, qui traite de la sexualité de l'éros au Moyen-Âge et la vision qu'en a eu le 19e, le 20e siècle. Et alors, je vous demande, comment passe-t-on de cette étude de l'éros à l'étude des fixeurs, des médiateurs au Moyen-Âge? Comment êtes-vous arrivé à ce nouveau thème d'étude? Je dirais qu'on ne passe pas d'un projet à l'autre, forcément. C'est-à-dire, si on le conçoit comme une forme de passage, comme une forme de généalogie, ce n'est pas le cas entre ces deux ouvrages. Pour être tout à fait précise sur l'archéologie pornographique, c'était une traduction déjà, donc il y avait un temps qui s'est écoulé entre le début d'un travail sur les fixeurs et la fin d'un autre travail donc sur l'archéologie pornographique. Mais s'il y a un lien, il n'est pas donc direct, c'est-à-dire que le travail sur l'archéologie pornographique ne m'a pas forcément amené à réfléchir sur les fixeurs. En revanche, ce que j'ai voulu faire avec l'archéologie pornographique, c'était comprendre les fondements d'une discipline, de la discipline de la médiévistique, et comprendre l'exclusion de tout un pan de la société, de tout un pan du vécu, qui est donc cet art érotique, l'éros, comme vous l'avez dit. Comme vous le savez, pour le Moyen-Âge, on parle plus souvent de l'amour courtois. Et l'amour courtois, on ne parle jamais de sexe. Donc la question, tout simplement, à poser, c'était, mais est-il vrai que le Moyen-Âge n'était pas sexuel? Et j'en étais arrivé à voir donc la façon dont on a pu exclure le sexe et la sexualité au XIXe siècle, justement. C'est le grand filtre par lequel passent presque, je pense, toutes les disciplines académiques, universitaires, qui sont constituées au XIXe siècle, et donc je me suis interrogée là-dessus. Donc c'est deux projets tout à fait à part, mais je dirais, je ne peux pas faire mon travail de médiéviste sans avoir fait ce travail-là. Donc le lien, il est dans un travail d'archéologie de sa propre discipline, et je dirais que ce travail m'a permis vraiment de mieux pouvoir faire aujourd'hui les fixeurs. À propos donc de votre nouveau sujet d'étude, est-ce qu'il y aurait donc une importance de votre rôle en tant qu'interprète dans votre nouvelle étude, les fixeurs, le rôle de l'interprète? Est-ce que votre expérience personnelle a joué un rôle? Je pense que votre question est déjà une réponse, puisque vous avez bien établi que j'avais été interprète pendant les guerres en ex-Yougoslavie. Ça ne joue pas un rôle, c'est-à-dire qu'on peut toujours faire un travail. Je pense que beaucoup des travaux qu'on fait à l'université sont des travaux autobiographiques, en fait. C'est-à-dire ceux qui nous passionnent, ceux qui nous portent, souvent est le produit d'une expérience très intime, très personnelle, parfois un peu plus de biais, parfois un peu plus direct. Et on peut s'intéresser donc à ces sujets en le revendiquant même parfois d'une manière, je dirais, assez idéologique, c'est-à-dire l'épouser d'assez près, s'identifier à son sujet, et on peut par ailleurs le faire avec un peu moins de cette identification, un peu plus de distance, et du coup faire ce travail qui est quand même lié à une expérience personnelle, à une autobiographie, le faire dans un modus de non-coïncidence avec son propre sujet, c'est-à-dire avec un pas de côté pour mieux en fait saisir un sujet qui nous est intime, qui nous est en quelque sorte ouvert, mais il faut faire ce pas de côté pour l'ouvrir autrement, justement pour ne pas mettre trop de soi-même dedans, pour ne pas transformer une expérience personnelle dans une vérité universelle. Et c'est ce que j'essaie de faire avec les fixeurs. Il est bien évident que
cela à l'origine dans ce travail que j'ai pu faire, mais que j'ai mis très longtemps. Alors là, pour le coup, ça c'est autre chose, ça c'est une autre question. J'ai mis très longtemps à pouvoir justement dire ouvertement. Donc je vous remercie de cette question. Avec plaisir. Nous allons basculer sur une question un peu différente, mais vraiment très liée donc à votre sujet. Pensez-vous qu'il y a différents types d'interprètes? Est-ce que ce serait une compétence qui est partagée? Est-ce que ce serait un métier? Être interprète, c'est un métier. Bien sûr qu'il y a des interprètes différents, c'est-à-dire il y a des interprètes, si vous voulez, par le passé, on a beaucoup parlé de l'interprétariat des conférences, hein, par exemple à l'ONU ou même pour l'Union européenne. Mais ça, c'est quelque chose qui se passe dans un contexte sécurisé, organisé, avec des horaires bien réglementés, voilà, vraiment dans des situations même d'équipe où on s'échange, etc., le travail de collaboration. À très haut niveau, pour l'interprétariat, par exemple, au niveau présidentiel, des premiers ministres, etc., donc entre gouvernements. Ça, c'est l'interprétariat qu'on a beaucoup étudié par le passé et qui avait on va dire, un rôle relativement minimal dans ce qu'on appelle aujourd'hui les translation studies, c'est-à-dire les études de la traduction. Et depuis une vingtaine d'années, on s'intéresse beaucoup plus à des situations d'interprétariat qui sont, on va dire, un peu plus improvisées, enfin un peu moins stables, dont le contexte est moins stable, c'est-à-dire ce qu'on appelle l'interprétariat dans les hôpitaux, dans des contextes juridiques, et donc l'interprétariat dans les conflits armés, de guerre, etc. Et est-ce que tout ça, c'est les mêmes compétences? Non. Comme je viens de vous dire, les contextes sont bien sûr différents. On pourrait en parler beaucoup plus sur les compétences, mais je dirais que ce qui est sûr, c'est que les interprètes de guerre, quand il s'agit des interprètes, ont une compétence qui d'ailleurs est universelle, c'est la compétence linguistique. Après, on pourrait parler de beaucoup d'autres choses qui ne relèvent pas forcément du domaine de la compétence. Alors, une question un petit peu plus conceptuelle. Ouais. Une historienne, donc Jocelyne Daclia, a beaucoup travaillé sur ces questions d'interprète en tant qu'individu un petit peu habile avec des capacités particulières. Et elle met en avant plutôt, elle, des sociétés un petit peu plastiques qui seraient perméables entre elles avec une idée de continuum. Donc en fait, à partir de quand, dans ces sociétés un petit peu en interrelation, à partir de quand a-t-on besoin véritablement d'un interprète? Et en a-t-on finalement vraiment toujours besoin? Alors moi, je ne voudrais pas confondre ce que je fais avec les fixeurs, qui ne sont pas tout à fait des interprètes. Hein, c'est-à-dire que quand vous dites interprète, comme je viens de répondre à votre collègue, interprète, c'est vraiment la compétence linguistique. C'est-à-dire on est vraiment dans un usage langagier, on est dans la pratique de la langue, enfin entre deux langues au minimum. Moi, je parle des fixeurs, c'est-à-dire c'est des personnages qui font langue plus, on va dire, ou même langue plus, c'est-à-dire que, bien sûr, il y a le passage entre deux langues minimum, ils sont au minimum bilingues, on va dire, mais ça peut être très rudimentaire, et surtout, ils déploient beaucoup d'autres compétences ou beaucoup d'autres capacités qui leur permettent de naviguer des contextes différents et travailler pour des gens très différents, surtout pour quelqu'un qui arrive donc sur un terrain peu familier où on ne parle pas la langue, qu'on n'est pas la coutume, etc. Donc, si vous voulez, on a toujours besoin de ces gens-là qui se font guides, qui se font interprètes, mais pas dans le sens interprète de langue. Hein. Voilà, c'est ce que je dirais, mais je suis d'accord avec Jocelyne Daclia qui dit ce ne sont pas des personnes d'exception. Elle dit c'est vraiment, il y a une banalité puisque les sociétés sont plastiques. Mais je suis tout à fait en accord avec cette idée.
Et d'ailleurs, je ne pense pas à mes fixeurs comme à des personnes. Moi, ce ne m'intéresse absolument pas dans les fixeurs, c'est la biographie. Ça ne m'intéresse pas. Donc, ce n'est pas des personnes d'exception pour moi. Ce qui m'intéresse, c'est le dispositif, justement, où on fait cette langue plus, hein, et comment on l'a fait, et comment, donc, on est dans une interaction, justement, comme vous disiez, dans une plasticité, où ça passe pas, et comment ça passe, et voilà, comment les choses peuvent se compliquer. Alors, il existe une expression en italien, en bon italien, qui dit traduttore traditore. Et donc, avec l'idée de le lien entre traduction et trahison. Effectivement, l'interprète a un commanditaire, il a une idéologie. Est-ce qu'à un moment ou un autre, il peut trahir l'un, trahir l'autre? Et peut-on toujours se fier à lui dans sa traduction, puisqu'on est totalement dépendant de lui, finalement? Jamais. Ça sera une réponse très brève. On ne peut jamais se fier. On n'a jamais là-bas, puisque c'est un sujet, justement. Ce que j'essaie de montrer dans mon travail sur les fixeurs, c'est que justement, c'est des agents. C'est des agents et des acteurs. Donc, c'est des sujets qui sont en pleine capacité de leur langue plus, parce que ce n'est pas uniquement la langue, c'est vraiment l'interprétariat, interprétation. Et uniquement en étant, donc, si vous voulez, pour parler beaucoup plus simplement, en étant libre dans leur capacité pour s'orienter, pour naviguer, pour s'adapter, etc., pour arriver aussi à une fin, ils sont donc sujets, ils sont en pleine possession de leur capacité, on ne peut pas se fier. C'est des sujets, ce n'est pas des moyens purs qu'on pourrait contrôler. Enfin, nous nous sommes aussi penchés sur un article de Blaise Dufal qui s'intitule « Faire et défaire l'histoire des civilisations ». C'était un article qui étudiait le concept de civilisation en tant que tel. Pensez-vous que ce concept serait dépassé et donc en parallèle, est-ce qu'il pourrait y avoir une dissolution de l'interprète ? Comment vous le pensez-vous en rapport avec la civilisation? C'est-à-dire que la civilisation, c'est un concept que nous avons étudié donc, à travers cet article, qui pourrait finalement être abordé d'une autre façon. On pourrait en venir peut-être un jour à ne plus parler de civilisation. Ce serait donc quelque chose de beaucoup plus large qui dépasserait donc, le simple cadre. Et dans ce cas, s'il n'y a plus ce cadre et ce concept, qu'est-ce que fait l'interprète au milieu ? Quelle est sa position? Est-ce qu'il sera toujours là? Est-ce qu'il sera toujours présent? Quel est son rôle? Oui, je crois comprendre votre question. Alors, moi, je trouve que civilisation, c'est complètement dépassé pour plusieurs raisons, mais dont tout simplement que dans le contexte français, enfin dans la langue française, et dans le monde francophone, si vous voulez, civilisation est un terme très très problématique à cause, on avait commencé avec la question sur le 19e siècle, à cause du 19e siècle et à cause de cette mission civilisatrice française du 19e. Donc c'est, même dans un contexte décolonial ou postcolonial des pays indépendants aujourd'hui, le mot civilisation pèse très très lourd. Par ailleurs, je pense que ce terme, civilisation, est beaucoup trop attaché à une notion de la culture comme un bloc, et comme quelque chose de prestige, justement, de supériorité. Et donc, je suis plutôt en faveur de ne plus parler de civilisation, et d'entrer justement, d'élargir par rapport à ce bloc culturel, d'élargir l'horizon, ou les horizons de ce qu'on étudie. Mais je trouve que tout de même, dans ces horizons, l'interprète, ou si vous voulez pour moi, donc le fixeur, sera toujours indispensable. Il est indispensable. Donc même si on est dans le monde, on ne pourra jamais avoir un seul monde. Dans lequel, en se déplaçant, hein, si je parle vraiment très matériellement, si vous pensez à des questions tout simplement matérielles, il sera très 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 difficile de se déplacer sans un fixeur, même si ce fixeur finit par être Google. Mais il ne faut pas penser que le fixeur doit uniquement être l'humain.